Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire parlant du décret tertiaire, de la dernière ligne droite à propos de la déclaration opérate. Il est 9 heures. Merci aux personnes inscrites de s'être connectées à la bonne heure. Cela dit, je vous demanderai d'attendre encore 2 ou 3 minutes afin que les derniers inscrits se connectent. Ça monte. Je vous donne rendez-vous à 9h03, donc dans 3 minutes, pour démarrer ce webinaire. Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire de Sobre Énergie en partenariat avec Mobiliance. Alors Mobiliance est notre hôte aujourd'hui pour parler du décret tertiaire et de manière plus spécifique d'Opérate, qui, comme vous le savez, est la plateforme dédiée au décret tertiaire et sur laquelle vous devez déposer vos données énergétiques, les données de vos bâtiments, d'ici le 30 septembre. Ce matin, avec nous, Christine Schall, qui va introduire ce webinaire. Christine, es-tu là? Absolument. Bonjour à tous. Bonjour Sylvie. Merci beaucoup de cette petite introduction. Effectivement, donc Mobiliance, qui est très engagée en matière de développement durable depuis quelques années maintenant, a souhaité continuer d'accompagner ses adhérents dans cette démarche globale de développement durable. L'aspect énergétique devient plus que jamais fondamental. Je ne vais pas vous retracer le contexte actuel que vous connaissez, d'une part en termes économiques, mais aussi bien sûr beaucoup en termes écologiques. Voilà. Bien entendu, il y a également un cadre réglementaire qui existe, et là je laisserai Sylvie le développer. Donc tout ça nous a motivé, donné envie, nous a obligés même à accompagner nos adhérents sur l'ensemble de ces démarches de développement durable, et donc plus particulièrement à ce jour sur le sujet de l'énergie et du décret tertiaire. Bien entendu, nos experts
en prévention des risques et en environnement, hein. Vous savez que Mobiliance a une équipe HSE qui se mobilise pour vous accompagner sur ces sujets-là. Toutefois, sur ce sujet extrêmement technique et pointu qu'est le décret tertiaire, nous avons fait appel à des experts en la matière pour nous aider et sur lesquels nous appuyer et vous proposer des solutions. Ah, Christine, on ne vous entend plus. Oh, pardon, excusez-moi. Pardon, j'ai appuyé involontairement sur mon ordinateur. Alors, on était à solution, ce mot magique. Voilà, donc effectivement, notre objectif est de vous proposer toujours des solutions opérationnelles pour vous, nos adhérents. Et pour cela, donc, nous nous sommes appuyés sur Sobre Énergie en complément de nos équipes habituelles auxquelles vous pouvez toujours, enfin, que vous pouvez toujours solliciter, bien sûr, hein, en premier contact et qui ensuite pourront vous mettre en contact avec Sobre Énergie si besoin, ou bien directement via Sobre Énergie, puisque Sylvie va vous partager tous les éléments. Voilà. Juste vous redire également qu'en matière de développement durable, nous travaillons sur une labellisation pour nos adhérents. Je remets Merci. la trajectoire Et durable. voilà, pardon. Et puis également très important, nous avons des trophées pour récompenser des actions remarquables dans un des domaines du développement durable. Nous avons lancé ces trophées-là il y a 15 jours pour l'édition 2022, des trophées trajectoire durable. Donc là, l'idée, c'est vraiment de récompenser des actions remarquables. Donc, ce n'est pas forcément une stratégie globale de développement durable, mais voilà, dans un domaine social, environnemental, ancrage territorial, donc, pourquoi pas sur l'énergie. Cette année, on pourrait peut-être faire un focus sur l'énergie. Bref, pour récompenser, valoriser les actions engagées par nos adhérents. Et donc, nous faisons ça en partenariat, bien sûr, avec des institutionnels, des experts, etc. Et ce qui donne de la visibilité sur l'engagement de nos adhérents. Donc voilà, les trophées sont lancés. Si parmi vous, il y en a qui ont réalisé dans le courant de l'année une action remarquable, bah, surtout n'hésitez pas à candidater à ces trophées. Ça va être des beaux trophées 2022. Voilà, je m'arrête là et je vous laisse, Sylvie, nous parler du coup de ce fameux décret tertiaire et de cette déclaration sur le site Opérat. Merci à tous. Merci. Merci, Christine. Alors, rapidement, effectivement, nous sommes en partenariat avec vous chez Mobiliance pour répondre au contexte des prix de l'énergie, de la réglementation. Et je suis Sylvie Méran-Ifra, directrice marketing et impact de Sobre Énergie. Sobre Énergie, en fait, et en quelques mots, c'est une filiale de la Banque des Territoires du groupe La Poste et des GIS, qui est un bureau d'études important. Et nous avons été créés pour aider les entreprises et les collectivités, mais les deux sont impactés par ces problématiques d'énergie, à réaliser des économies et réduire l'empreinte carbone de leurs bâtiments. Nous avons du public et du privé en tant que clients qui ont des problématiques similaires quant à la gestion de leur parc immobilier. Comment nous faisons ça? Eh bien, nous déployons une série de services digitalisés autour de notre logiciel qui s'appelle Datamark. Et ce logiciel, en fait, va permettre de gérer des éléments, de gérer tous les éléments bâtimentaires, puisque que vous ayez un parc ou deux, bon, c'est voilà, c'est moins complexe, mais quand on a plus de 10 bâtiments, pardon, que vous ayez un bâtiment ou deux, c'est moins complexe, mais quand on a quelques dizaines de bâtiments, il est intéressant de passer par une plateforme digitale, lisée, pour pouvoir avoir ce suivi des différents aspects énergétiques bâtimentaires qui seront nécessaires à la bonne gestion au long cours du décret tertiaire. Ça vous donne en fait un bilan énergétique du parc de façon globale et un bilan de chacun de vos bâtiments de façon spécifique. On le verra par la suite. Au sein du décret tertiaire, vous allez pouvoir mutualiser certains bâtiments, les bâtiments les plus performants et les bâtiments les moins performants, et sortir une moyenne entre ces deux performances pour pouvoir atteindre les objectifs du décret tertiaire. Et pour ce faire, il vous faudra une vision globale du parc. À partir du moment où vous avez
2 entités fonctionnelles, on verra de quoi il s'agit, c'est-à-dire 2 entités bâtimentaires à déclarer sur Opérate, eh bien, il y en aura toujours une plus performante que l'autre. S'il y en a une qui dépasse les objectifs et une qui peine à atteindre les 50% de l'objectif, vous pouvez les combiner pour qu'ensemble, elles atteignent les objectifs, mais on le verra par la suite. L'objectif, c'est qu'on puisse parler du décret tertiaire pendant 45 minutes ensemble, qu'on ait une dizaine de minutes ou une vingtaine de minutes pour vos questions, que vous pourrez poser tout au long de ce webinaire dans le petit cadre défini, dédié à ce sujet. Nathalie, qui est avec moi, est la modératrice de ce webinaire et nous y répondrons à la fin de ces 45 minutes pour avoir vraiment un temps dédié à vos questions spécifiques. Donc, alors, comment nous intervenons? Et c'est un dernier slide de notre présentation. Et ça permet aussi d'introduire les compétences nécessaires à la gestion de ce décret tertiaire. Au départ du décret tertiaire, on est sur la mesure, c'est-à-dire les données bâtimentaires, ce qu'on appelle les data. Et ces data sont gérées chez nous par des data managers. Ils récupèrent en fait l'ensemble de vos données énergétiques via vos factures, mais pas seulement, vos compteurs. Vous allez peut-être isoler des bâtiments, des surfaces industrielles et des surfaces tertiaires. Donc, il va vous falloir du sous-comptage pour pouvoir identifier les données dédiées à cette surface tertiaire. Donc, tous ces éléments-là, nous les appelons les data énergétiques et nos data managers vont les gérer, les rassembler et les mettre dans le formalisme demandé par Opérate. Une fois que vous avez ces données, vous allez déclarer sur Opérate, ce n'est pas la fin. C'est le début d'une aventure. C'est comme un mariage. On pense qu'au mariage, c'est la fin, mais en fait, c'est le début. C'est le début d'une aventure qui va durer 30 ans pour le décret tertiaire sur des jalons de 10 ans. Et chaque 10 ans, on vous dit, voilà, en 2030, il va falloir réaliser des objectifs. Comment le faire? Puisque vous avez un premier état de fait. Et donc, il va falloir réaliser des audits pour savoir où placer des actions nécessaires à diminuer vos consommations énergétiques. Et là, entrent en jeu nos énergie managers qui vont vous conseiller, sur la diminution et l'atteinte des objectifs du décret. Et puis, tout au long de ces projets, on a ce qu'on appelle chez nous les engagements managers, parce qu'il va falloir garder les gens mobilisés, les managers, la direction, vos locataires peut-être si vous êtes propriétaire, vos propriétaires si vous êtes locataire, mobilisés autour du décret tertiaire pendant 30 ans, à coup de jalons de 10 ans. Et donc, il va falloir garder les équipes motivées et on a prévu des éléments de motivation et de pérennité dans le cadre de ce décret. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, vous avez entendu parler du décret tertiaire. Je vais passer rapidement sur les éléments fondamentaux, les grands éléments fondamentaux de description du décret. Et on va rentrer de manière plus précise sur certains éléments pour vous aider à remplir la déclaration Opérate d'ici le 30 septembre. Alors, vraiment, les slides, ces slides, vous les aurez en fin de webinaire, bien sûr. Ils seront aussi disponibles sur le site de Mobiliance, donc, ainsi que l'enregistrement. Donc, en reprenant les fondamentaux du décret, et ça, c'est vraiment l'esprit du décret, la structuration du décret. Au départ, c'est une loi qui s'appelle Élan. Vous la connaissez peut-être sous l'angle de la mobilité, c'est elle qui a défini ce qu'on appelle les plans de mobilité et la limitation de la production du CO2 du volume de CO2 au kilomètre pour les véhicules. Elle a aussi défini des éléments au kilowattheure, au mètre carré pour les bâtiments tertiaires en 2019. Ensuite, le décret tertiaire est apparu et pour pouvoir donner les règles de sa bonne application, différents arrêtés entre 2020, on appelait ça l'arrêté méthode qui définissait les grandes règles du décret. Ensuite, l'arrêté valeur absolue ou valeur seuil, on le verra, qui a défini
les valeurs cibles à atteindre par mètre carré en termes de consommation énergétique. Et puis, vous avez une autre arrêté valeur absolue ou valeur seuil qui est paru en avril 2022. On attend un troisième. On le verra par la suite de manière plus précise. Une fois que voilà, ce décret s'est organisé, les arrêtés sont parus, qu'est-ce qu'ils définissent? Ils définissent le fait que vous avez deux façons d'atteindre les objectifs de réduction de consommation énergétique. La première, c'est une façon relative, c'est-à-dire que vous définissez une année de référence entre 2010 et 2019. Vous allez me dire, mais attendez, les factures de 2012, je ne les ai pas gardées. Vous pouvez demander à Enedis et à GRDF vos historiques de factures entre 2010 et 2019. Ils sont formés pour ça, ils ont la consigne, ils ont dédié un service sur le sujet. Donc, vous les demandez à votre agence régionale. Donc, ces objectifs-là sont soit en valeur absolue, c'est-à-dire vous décidez d'une année qui a été particulièrement énergivore, peut-être une année avant des travaux que vous aviez menés. Je ne sais pas, si par exemple vous avez mené des travaux en 2016 de rénovation énergétique, eh bien, il faudra prendre 2015. En tout cas, choisir l'année la plus énergivore et établir une comparaison avec les années qui vont suivre entre 2022 et 2030 et atteindre les moins 40% par rapport à cette année de référence. Vous avez une deuxième façon de calculer vos objectifs, qui est ce qu'on appelle la valeur absolue ou la valeur seuil, en fonction de la nature de votre surface. Par exemple, vous êtes un bureau, par exemple, vous avez dans vos surfaces éligibles un bureau, un atelier de réparation et un espace de stockage. Il faut que cet espace de stockage soit plus de 5 jours pour qu'il soit éligible au tertiaire. Donc, vous avez ces trois surfaces-là et l'addition de ces trois surfaces sur cette même unité foncière fait 1000 m². Et donc, vous êtes éligible au décret tertiaire. Eh bien, vous allez déclarer sur Opérate les trois surfaces avec leurs mètres carrés. Et en fonction de ces trois surfaces et de la nature de leur activité, stockage, bureau, atelier de réparation, Opérate va vous calculer une valeur seuil au mètre carré à atteindre. Et là, vous pouvez effectivement suivre cet objectif-là. Le premier objectif atteint valide votre décret tertiaire et on le verra au fur et à mesure des slides. Quand vous allez déclarer sur Opérate, vous allez obtenir une attestation de déclaration. Dans cette attestation de déclaration, vous avez les deux objectifs qui seront définis. Comme ça, vous aurez, en général, dans la plupart des cas, les valeurs seuil sont un peu plus sévères que les valeurs relatives. Par exemple, il arrive que la valeur seuil soit de 117 kWh au mètre carré et la valeur relative pour vous est de 190 parce que 40% de votre année 2016, moins 40%, ça correspond à 196. Donc, bon. Mais vous pouvez vraiment actionner les deux objectifs. Le premier atteint validera le décret. On y reviendra un peu plus en détail tout à l'heure. La surface, donc des activités tertiaires avec une surface plancher de 1000 m². Vous êtes nombreux à me dire, moi je suis plutôt industriel, mais j'ai des bureaux. Est-ce que les bureaux sont éligibles? Ils sont éligibles pour peu que ces bureaux atteignent 1000 m² ou pour peu que dans votre parcelle, dans votre unité foncière, là où vous avez votre usine, eh bien, vous pouvez compter sur un bureau, enfin des bureaux, un espace logistique et un atelier, par exemple, dont l'addition fera 1000 m². Et là, vous devenez éligible. Les propriétaires et les locataires sont également éligibles. Et l'objectif, une fois la déclaration passée, c'est de mettre en place des actions de réduction des consommations énergétiques. Donc, les grandes dates, les dates jalons de ce décret tertiaire qui sont des étapes. Donc, votre état des lieux, il va falloir donc déclarer en 2022, c'est la première année de déclaration. Alors, c'est l'année aussi du droit à l'erreur.
vous pouvez faire une erreur, ce n'est pas grave. Vous aurez peut-être une mise en demeure et vous corrigerez l'erreur en 2023. Donc, vous allez choisir votre année de référence et vous allez faire votre déclaration en septembre. En 2023, donc, on va vous donner, alors, cette première année, en 2022, il n'y aura pas d'attestation parce que on estime que la première attestation qui va compter, c'est celle de 2023. Mais il faut quand même déclarer en 2022. 2023, vous aurez votre première attestation et il va falloir que vous pensiez à engager, en fait, à choisir les actions que vous voulez engager en fonction des objectifs qu'on vous aura fixés et de cette première année de bilan, enfin de premier état des lieux. En 2024, vous allez avoir les premiers contrôles de véracité des données. Si par exemple, vous avez, je ne sais pas, vous déclarez 3 types de surfaces et en fait, vous n'avez pas d'atelier de réparation et vous avez menti. Eh bien, mais je suis sûre que personne d'entre vous qui ait assisté volontairement à ce webinaire est dans ce cas-là. Juste pour information, si on constate une infraction aux déclarations dès 2024, c'est 30 000 € par infraction. Vous avez d'autres amendes à partir de 2031, à l'issue du premier jalon, et vous verrez les autres amendes qui sont de 7 000 € si vous n'avez pas atteint les objectifs, sont beaucoup plus basses que si on constate qu'il y a eu des fausses déclarations. Donc 2024, premier contrôle. 2027, c'est le moment de déposer votre dossier technique. On va le voir plus en détail dans les slides. Opérate vous indique des objectifs à atteindre. Vous savez pertinemment que vous n'arriverez pas à atteindre ces objectifs. Je ne sais pas, vous avez un monument classé, ou alors vos bâtiments sont très, très, très énergivores et ça va être très compliqué, très cher de tout mettre aux normes. Donc, vous avez ce qu'on appelle, vous allez évaluer des contraintes techniques et architecturales ou des ROI, et là il y a des règles précises qui sont très importantes par rapport au kilowattheure économisé, et vous avez la possibilité de moduler vos objectifs, c'est-à-dire que Opérate vous impose, enfin vous indique les objectifs à atteindre. Vous ne pourrez pas atteindre ces objectifs-là. Vous allez demander l'avis d'un ingénieur, l'avis d'un architecte, l'évaluation du coût de rénovation. Vous allez faire un dossier technique qui va mettre en place tous ces éléments-là en disant, vous m'avez mis comme objectif, donc Opérate m'a mis comme objectif 110 kWh au mètre carré. Je ne peux atteindre que 150. Voici pourquoi. Et ça sera votre modulation. Et d'ailleurs, dans l'attestation, vous aurez la consommation modulée, puisque vous allez évaluer la modulation que vous allez pouvoir faire. Attention, qui dit modulation ne dit pas je ne peux pas du tout atteindre l'objectif, donc je ne fais rien. On attend de vous que vous fassiez, seulement que vous moduliez. Et une des grandes règles de ces différents de ce décret tertiaire, c'est de dire vous ne pourrez pas être dans votre consommation modulée plus important que la consommation de base. Par exemple, en 2016, vous aviez réalisé, je ne sais pas, 200 kWh au mètre carré. On vous demande de diviser par 40, enfin de diminuer de 40%. 200 moins 40, ça fait 120. Vous n'arrivez pas, enfin moins 40%, vous n'arrivez pas à moduler à 120. Vous n'arrivez pas à atteindre les 120, vous modulerez à 150, 180, mais pas à 200 ni à 210. Alors ça apparaît logique, mais les textes des arrêtés ont voulu bien définir le fait qu'on ne peut pas moduler en étant supérieur à la consommation de référence. Et ces dossiers, vous devez les déposer avant 2027, parce que sinon,
vous serez obligé d'atteindre les objectifs définis par Opérate. Donc, très important de réaliser ce dossier. Ils ne sont pas obligatoires, mais en cas de contrôle, c'est toujours mieux de les avoir, qui vont justifier la modulation, c'est-à-dire la négociation, d'une certaine manière, des objectifs demandés par Opérate. 2030, premier jalon, 2040, second, 2050, troisième. Si vous avez atteint en 2041 les 60% d'économie d'énergie, ça y est, vous avez réglé votre décret tertiaire. Donc, Opérate. Opérate, c'est cette fameuse plateforme de l'ADEME créée pour le ministère de l'Environnement. Et cette plateforme, elle permet de déclarer les données, de suivre les obligations du décret, de vérifier si vous avez atteint les objectifs dans les 10 ans, les 20 et les 30, de contrôler pour les agents de l'État, et puis d'agir comme un benchmark, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de demander à activité égale et bâtiments similaires où se situe votre consommation, si elle est plus ou moins importante que la moyenne. Donc aujourd'hui, vous pouvez déjà créer un compte. D'ailleurs, je vais laisser le soin à Nathalie de lancer un petit sondage parmi vous qui a déjà créé un compte sur Opérate à ce jour. Nathalie, je te laisse la main. Le sondage est ouvert. Cela nous permet de savoir un peu la maturité que vous avez vis-à-vis d'Opérate et au fil de ces sondages, de voir comment les entreprises de la mobilité sont matures vis-à-vis d'Opérate au 27, pardon, j'en perds ma date au 21 juillet. Alors, bonjour à tous. Ça y est, on a les résultats du sondage. Alors, 30% de nos participants ont déjà créé un compte sur Opérate, 60% non, et donc le reste de nos participants ne sait pas s'ils sont concernés. Bon, écoute, tu vois, Nathalie, puisque nous Oui, réalisons régulièrement ce genre de sondage, la oui, proportion est toujours la même, c'est quels toujours que la soient même, les effectivement. secteurs, quels que soient les secteurs d'activité. À ce jour, vous êtes 30% et 60%. Vraiment, on a fait ça auprès d'industriels dans l'Est, dans le Nord, dans l'Ouest. Vraiment, nous sommes aux mêmes proportions. En Même tout cas, proportion. ouais, bravo pour les 30%. Les 60%, il vous reste 2 mois. Donc, voilà, tout est ouvert. Vous pouvez déjà déclarer les données, donc créer votre compte, paramétrer, peut-être nommer des mandatés pour qu'ils le fassent pour vous. Ensuite, déclarer votre patrimoine, les consommations annuelles, les saisies de référence, puisque vous allez prendre votre année de référence et son consommation, et le calcul des objectifs, puisqu'il se fait automatiquement. Et puis, donc, la date limite est le 30 septembre et à partir de janvier 2023, il y aura des interfaçages avec des logiciels d'énergie management comme les nôtres et comme ceux de la concurrence. Un premier benchmark et on aura même la possibilité pour Enedis et GRDF que Enedis et GRDF déclarent directement vos consommations factures sur Opérate. Bon, le fait est qu'une facture sur 5 comporte des erreurs. Ça, vous le savez. Donc, nous, on ne conseille pas tout de suite de déclarer sur facture. On préfère consolider facture, compteur, index si vous en avez et capteur si vous en avez. Alors, je passe.
Alors, on se base un peu sur le nouvel arrêté parce qu'il donne, c'est celui qui est paru en avril 2022, puisqu'il donne vraiment des infos de plus en plus précises sur les façons de déclarer dans Opérate. Et au fur et à mesure des arrêtés, donc il y a eu bien sûr les valeurs seuil qui sont nécessaires quand vous déclarez vos valeurs absolues, mais ils vont définir un certain nombre d'éléments. Donc l'arrêté méthode avait déterminé les règles de méthode et de calcul des objectifs, les indicateurs d'intensité d'usage, très important, les indicateurs d'intensité d'usage. Effectivement, dans vos objectifs, on n'attend pas la même chose d'entreprises qui utilisent leurs locaux 3x8 que de bureaux qui utilisent leurs locaux en moyenne 8 heures par jour. Pas du tout le même usage, c'est pas du tout la même intensité et donc nécessairement pas la même consommation d'énergie. Donc, de toute façon, on vous demande le nombre des effectifs et le nombre d'heures d'activité. Ça permet justement de calculer ensuite le nombre d'heures d'activité et où vous vous situez en France en termes d'altitude et de météo, afin qu'Opérate réalise ce qu'on appelle un ajustement climatique. Donc, avec les indicateurs d'intensité d'usage et les ajustements climatiques, sont comptés les objectifs. Donc, vraiment, il y a eu un travail de la part du ministère, déjà pour avoir des retours de la part des grandes fédérations d'activités pour connaître des consommations moyennes de ces activités-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces valeurs seuil par code 9. Et ensuite, il y a les indicateurs d'intensité d'usage qui vont finalement influer énormément sur les valeurs attendues de consommation énergétique. En 2021, on a fixé 50% des surfaces tertiaires. En 2022, on en a encore fixé, je pense qu'on atteint les 70%. Il reste encore les stockages à température ambiante qui doivent vous concerner pour un certain nombre d'entre vous et dont on n'a pas les valeurs absolues. Alors les gens me disent, mais on n'a pas la valeur absolue, comment on fait sur Opérate? Eh bien, on ne remplit pas Opérate parce que de toute façon, si l'arrêté définissant cette valeur absolue n'est pas paru, on n'attendra pas de vous que vous déclariez une valeur non plus. Donc, vous ne la remplirez pas tant que ce nouvel arrêté, attendu pour le deuxième semestre 2022, mais quatrième trimestre 2022 à ce jour, soit paraisse. Donc, vous avez effectivement, vous le voyez à la slide, le FAQ, donc la foire aux questions de l'ADEME. Vous tapez FAQ ADEME, Opérate, et il faut que vous tombiez sur la FAQ d'Opérate. Et là, vous verrez beaucoup de réponses aux questions communément posées, sachant qu'il s'enrichit chaque jour. Donc, que disent les arrêtés et que disent en fait finalement les règles de remplissage d'Opérate? Un élément fondamental, c'est le périmètre. Le périmètre, quel est-il quand on parle du décret tertiaire? Le premier périmètre qui est, on va dire, l'unité la plus importante, elle s'appelle l'entité fonctionnelle assujettie et elle correspond à ce que l'INSEE appelle un établissement. Vous avez un bâtiment, il y a un bâtiment de 5000 m² et au sein de ce bâtiment, il y a plusieurs locaux, plusieurs locaux qui sont locataires ou propriétaires de ce bâtiment de 5000 m². Eh bien, chaque surface, je ne sais pas moi, de 1000 m² de ce bâtiment de 5000 m², eh bien, constitue ce qu'on appelle une entité fonctionnelle assujettie, pour peu qu'il ait 1000 m². C'est un local d'activité. Ça peut être l'addition de plusieurs locaux connexes. Je vous donne un exemple. Vous avez, alors avant de vous donner l'exemple, je vous présente un autre élément très important de périmètre du décret tertiaire. Donc le premier étant l'entité fonctionnelle. Le second, pas moins important, alors je ne sais pas lequel est le plus, mais
dans la déclaration, c'est l'EFA, donc entité fonctionnelle assujettie, qui est déterminée. Le deuxième périmètre très important de ce décret tertiaire, c'est ce qu'on appelle l'unité cadastrale. Alors, l'unité foncière cadastrale, c'est finalement cette unité sur laquelle vont se trouver l'ensemble de vos bâtiments. Si vous avez un seul site sur une même unité foncière, cumulant des bâtiments, on va dire 300, 700 et attendez, on va être encore mieux. 200, 300 et 700 mètres carrés. Vous allez me dire, attendez, j'ai 3 bâtiments, ouf, je ne suis pas assujetti. Mon premier fait 200, mon second il fait 300 et mon troisième il fait 700. Je ne suis pas assujetti, ouf, ouf, je suis en dessous des 1000. Sauf que si ces 3 bâtiments sont connexes et appartiennent à la même unité foncière, eh bien, j'ai le regret de vous annoncer que ces 3 bâtiments sont assujettis puisqu'il va falloir faire l'addition de ces 3 bâtiments. Donc, 200 à 300, ça fait 500, 700, ça fait 1200. Donc, il va falloir déclarer 1200 mètres carrés assujettis. Donc, ça, c'est dans la même unité foncière. Sur cette même unité foncière, vous allez avoir 3 EFA. Le FA à 200, le FA à 300 et le FA à 700. Ou alors, donc si, et ce sont des établissements distincts. Si ce ne sont pas des établissements distincts et que ça fait partie du même établissement, eh bien, vous allez avoir une EFA qui cumule 200, 300, 700. Par exemple, vous êtes propriétaire ou locataire de bas d'immeubles qui font 200, 300 ou 700 mètres carrés. Eh bien, vous allez avoir une seule EFA qui fait donc 1200 mètres carrés que vous allez cumuler sur 3 bâtiments. Donc, c'est un peu… il va falloir faire bien attention sur votre organisation immobilière en prenant en compte l'unité foncière et en prenant en compte ce qu'on appelle l'entité fonctionnelle assujettie. En général, ça fait partie de vos plus nombreuses questions de nous dire je ne sais pas comment calculer, est-ce que je suis assujetti, j'ai X bâtiments, comment identifier le fait que je suis assujetti. Et là, effectivement, posez-nous la question, posez-vous la question de l'organisation de vos bâtiments, parce que des fois, vous êtes sur un site, des fois, vous êtes sur plusieurs sites, des fois, vous êtes à la fois propriétaire sur un site et locataire sur un autre site. Donc, tout le monde a des situations, on va dire, spécifiques. À vous de déterminer comment, sur une même unité foncière, vous cumulez les 1000 mètres carrés ou sur une entité fonctionnelle. Si, par exemple, vous êtes propriétaire et locataire de votre bâtiment, eh bien, l'EFA correspond à l'unité foncière. Si vous êtes locataire, eh bien, vous avez un EFA dans le bâtiment. Et si vous êtes propriétaire, votre bâtiment est un EFA. J'espère que c'est clair, mais effectivement, il faut être attentif à ce genre de classement et de périmètre défini par le décret tertiaire. Donc, au niveau de cette EFA, la déclaration de la consommation de référence, la détermination des objectifs, l'établissement de l'entité annuelle et la notation éco-énergie tertiaire qu'on va voir très rapidement. Donc, vous êtes locataire et vous avez donc les locataires, c'est les 3 lignes roses et vous avez un propriétaire qui a l'ensemble du bâtiment. Ce propriétaire va déclarer l'ensemble du bâtiment, les informations administratives et les consommations annuelles des espaces annexes. Par exemple, c'est des espaces qu'il ne vous a pas loués, comme un amphi, et qui loue au jour, à la journée, à l'heure. Donc, ça ne fait pas partie de votre bail. Donc, le propriétaire va déclarer ce bâtiment et il va obtenir un identifiant unique bâtimentaire, un IUB, qui est finalement la dénomination, enfin qui est l'identifiant du bâtiment. Avec cette identifiant, vous demandez, en général le propriétaire envoie à tous ses locataires l'identifiant unique bâtimentaire. Vous demandez cette IUB et en fonction de cette IUB, vous allez déclarer vos entités fonctionnelles assujetties
qui ne correspondent, enfin, qui font partie de cette UB pour éviter les doublons. Et vous allez rentrer dans le dossier, enfin dans l'espace, on va dire, de ce bâtiment grâce à l'identifiant unique bâtimentaire. Et vous allez mettre vos consommations annuelles, vos consommations de référence et vos informations donc administratives, qui vous êtes, etc. Vous allez bien noter que le propriétaire, s'il n'a pas d'espace annexe, ne déclare aucunement les consommations annuelles ni les consommations de référence. Et vous aurez bien noté, on le verra dans les slides, mais je le dis déjà, que même les espaces communs, ce n'est pas le propriétaire qui les déclare, c'est le locataire au tantième, enfin, selon sa clé de répartition immobilière. Donc, à part dans le secteur du commerce et des centres commerciaux, où ça va être le propriétaire du centre commercial qui va déclarer les espaces communs qui correspondent à un EFA, une entité fonctionnelle, pardon, une EFA spécifique. À part ce cas-là, tous les autres cas, tous les espaces communs font partie des consommations annuelles que vous aurez à déclarer. Donc, pardon, j'ai été très vite. L'année de référence. Donc, l'année de référence, comme on l'a dit, elle est à prendre entre 2010 et 2019. Sauf que, vous me dites, attendez, mon bâtiment date de 2020. C'est quoi mon année de référence? Alors, en général, 2020, qui est l'année du Covid, et 2021 également, sont 2 années qui ne peuvent pas être des années de référence automatique, dans le sens où c'était des années tellement basses en énergie que si vous calez vos 40% sur une année où personne n'était au bureau pendant 3 mois ou 2 mois par-ci par-là, ça va être compliqué d'atteindre les objectifs. Donc en général, ce ne sont pas des années de référence. Elles le sont par défaut si vous n'en avez pas. Donc vous déclarez 2020 ou 2021 comme année de référence. Mais on vous orientera plutôt à suivre les objectifs de valeur seuil, donc ce qu'on appelle les consommations absolues, c'est-à-dire que vous allez avoir, selon votre activité, comme je vous l'ai dit, une consommation absolue à atteindre, une consommation seuil à atteindre, et donc vous allez pouvoir être plutôt orienté sur cet objectif-là, parce que finalement, votre année de référence est très peu énergivore, et que vous avez emménagé en 2020, et que votre année de référence donc est 2020. Par défaut. Deuxième cas de figure, vous venez de faire construire un bâtiment et celui-ci va être livré en 2022. Et là, vous me dites, attendez, 2022, alors là, c'est fini pour moi la consommation relative. Oui, c'est fini pour ces 10 années-là. Après, vous allez rejouer entre 2040 et 2050, enfin de 2030 et 2040, et là, vous pourrez prendre l'année de référence des 10 années d'avant. Mais avant, donc le premier jalon, les années de référence, c'est 2010-2019. Et chaque fois, ça va changer. Et les valeurs seuil qu'on définit là aujourd'hui, elles sont pour 2030, elles ne sont en aucun cas pour 2040. Donc chaque 10 ans, ces valeurs seuil vont changer et les valeurs de référence vont changer. Puisque on ne rentre pas dans le détail, mais il y aura des changements. Donc, votre bâtiment neuf va être mis sur le marché et vous allez l'occuper à partir de 2022, eh bien, vous avez 3 ans pour définir l'année de référence en fonction de la meilleure année de consommation normale énergétique de votre bâtiment. Quand il est mis, il n'est pas encore sec, il y a des réglages à faire. Donc, vous pouvez changer jusqu'à 3 fois votre année de référence quand votre bâtiment est neuf. Si tout le monde, alors le décret tertiaire s'applique à ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est-à-dire à toutes les énergies que vous utilisez, pas seulement électriques, mais aussi le gaz et aussi les énergies combustibles. Ce qui se passe, c'est que dans les énergies combustibles, vous n'avez pas des distributeurs enfin des fournisseurs enfin des distributeurs, pardon, comme Editis et GRDF. Et vous devez vous faire livrer les combustibles que vous allez stocker. Pour calculer l'année de référence de ces combustibles-là,
vous avez 3 possibilités. Le comptage, dire simple, combien j'ai et combien je consomme. Si vous avez la possibilité de compter votre consommation, les volumes de livraison avec les relevés de niveau, ou alors un lissage des volumes de livraison sur une période de 4 ans, qui est la moyenne de vos volumes de livraison. Alors, autre élément qu'on appelle la surface de consommation énergétique. La surface de consommation énergétique, on en a déjà parlé un peu par rapport au commerce, c'est-à-dire les espaces communs. On va parler de parking, qui est vraiment la question que tout le monde pose et surtout dans les entreprises de mobilité. Le parking, vous avez un bâtiment de bureaux de 700 mètres carrés et un parking de 300 mètres carrés. Comme votre bâtiment de bureau n'est pas éligible au décret tertiaire, rien n'est éligible. Rien, vous ne faites pas partie du décret tertiaire. En revanche, vous avez un bureau de 1000 mètres carrés et des parkings de 300 mètres carrés. Eh bien, là, c'est 1300 mètres carrés qu'il faut déclarer comme surface de consommation énergétique. À partir du moment où votre bureau est éligible et qu'il a un parking attenant ou en dessous, le parking devient éligible dans la surface de consommation énergétique. Alors, les gens me disent, est-ce que notre parking de sous-sol est éligible? Oui, parce que le parking de sous-sol utilise la ventilation, utilise l'éclairage et il fait partie des surfaces de consommation énergétique. Est-ce que mon parking extérieur est éligible? Alors là, c'est la grande question, oui, non. Après, il n'y a pas une grande consommation énergétique quand il est extérieur, à part les bornes électriques de recharge qui doivent être enlevées de la consommation parce que ces bornes électriques de recharge ne sont pas éligibles au décret tertiaire. Donc, je reprends mon exemple. Est-ce qu'un parking externe est éligible? Alors, la règle veut que est éligible au décret tertiaire tout ce qui fait l'objet d'un permis de construire. Si votre parking a des structures qui ont demandé le permis de construire, il est éligible. Donc, il faut des murs et un toit. S'il n'y a rien, alors s'il est municipal ou public, il n'est pas éligible, bien sûr. Mais s'il n'y a rien sur votre parking, il n'est pas éligible parce que ce n'est pas une surface construite. On me pose la question sur les préaux, par exemple. Ce n'est pas éligible, il n'y a pas de mur. On me pose la question sur les stations-service. Ça va dépendre des stations-service en général. Il peut y avoir des murs, des plafonds, par exemple, et des murs qui protègent la station-service. Mais si vous avez bien compris la règle, ça devient éligible que s'il y a plus de 1000 mètres carrés de surface de bureau ou de commerce. Mais en général, les parkings n'ont pas de murs et ont très peu de plafonds, donc en fait, ils ne le sont pas. À moins qu'ils fassent 1000 mètres carrés, mais même, en fait, non, ils ne le sont pas. Donc, il faut qu'il y ait. Et si par exemple, vous avez une surface de stockage, un hangar démontable, c'est-à-dire une structure éphémère, eh bien, cette structure-là n'est pas non plus éligible. Il faut un permis de construire pour rendre éligible une surface. Là, on a parlé de la surface multi-occupation, déjà. Donc, bien sûr, ça va rajouter de la consommation. Je vois que l'heure tourne, je vais aller très rapidement. Donc, pour un exploitant, donc un habitant, enfin un preneur à bail, il va falloir qu'il déclare les consommations des espaces communs. Le propriétaire n'a pas de consommation à déclarer s'il n'a pas un espace annexe qu'il ne loue pas. Tous les espaces communs sont à déclarer par les locataires. Donc l'ajustement des fonctions climatiques, on en a parlé. Elle se fait en fonction de la situation géographique, en fonction des activités, si vous avez du froid commercial, la logistique de chaud ou la logistique de froid. Et les calculs sont à la charge, ne sont pas à la charge des assujettis, mais à la charge d'Opérate. Si vous changez vos sources d'énergie, sachez que vous ne pouvez pas le faire
s'il y a une augmentation des émissions à gaz de GES ou si on a une augmentation de l'énergie non renouvelable. Si vous voulez changer d'énergie, passer, je ne sais pas moi, du fuel à l'électricité ou de l'électricité au fuel, c'est pas possible pour le coup. Il faut vraiment que ça n'ait pas d'augmentation de GES et que ça, que l'augmentation soit en énergie renouvelable. C'est comme ça, ça a l'air simple, mais quand vous allez augmenter d'activité, qu'il va falloir avoir un autre mix énergétique, là, il y a un calcul à faire et un travail à faire sur votre nouveau mix énergétique. Là, on vous a mis les catégories définies par les deux arrêtés. Il reste pour les catégories non définies le commerce, les centres commerciaux, l'hôtellerie, l'imprimerie, la justice, les tribunaux, les pénitentiaires, la santé, les hôpitaux, qui n'ont pas encore été définis. Très rapidement, on a parlé déjà de la modulation des objectifs. La modulation des objectifs, c'est quand on n'arrive pas à atteindre les objectifs, eh bien, comme je vous l'ai raconté au début de ce webinaire, il va falloir déterminer à cause du bâtiment, pardon, là, excusez-moi, excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau parce que vous allez pouvoir moduler les objectifs de chaque EFA. Vous avez beaucoup d'EFA qui sont similaires en termes de comportement énergétique. Vous allez pouvoir réaliser cette modulation pour tous vos EFA, pour un échantillon d'EFA, à partir du moment où, bien sûr, ces EFA ont des caractéristiques bâtimentaires et énergétiques similaires. Vous ne pouvez pas faire un dossier. Normalement, c'est un dossier par EFA, mais vous pouvez faire par groupe d'EFA à partir du moment où ils sont similaires. Cette modulation, elle est de deux ordres. Soit une modulation, alors ça ne fait pas partie du dossier technique, mais une modulation parce que vous avez tellement augmenté d'activité, d'intensité d'usage que vous n'allez pas pouvoir atteindre les diminutions les économies d'énergie. Avant, vous étiez 20, maintenant vous êtes 100. Avant, vous utilisiez des équipes une fois 8 heures par jour. Et là, vos équipes sont 2 fois 8. Donc, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir être aux objectifs de diminution de consommation d'énergie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme vos déclarations sont annuelles, il faut réactualiser, quand c'est le cas, vos intensités d'usage. Donc, le nombre de salariés, le nombre d'heures travaillées. Et votre calcul d'objectifs les objectifs sont recalculés en fonction de votre activité. À chaque fois que vous déclarez quelque chose qui est en évolution. Donc, n'ayez pas peur sur le sujet, c'est prévu. L'augmentation d'activité entraîne un recalcul des objectifs. Ça, c'est une première modulation qui va dire est naturelle par rapport à l'activité. Le deuxième cas, donc cette modulation sur dossier technique, avec des contraintes techniques et architecturales et avec un coût des travaux disproportionné. Et là, il va falloir moduler les objectifs dans le dossier technique avec ces éléments-là de preuve. Alors ça, on en a parlé. Ça, c'est le dossier technique. On vous a mis des éléments de dossier technique et vous les aurez dans les slides. Et ça, c'est tous les éléments à mettre dans le dossier technique. Bon, ça, c'est vraiment... Donc, on va, pour conclure, parler de mutualisation et d'évaluation des résultats à l'échelle d'un parc. En effet, vous avez la possibilité de compenser les moins bons résultats de certaines entités par les bons résultats d'autres entités fonctionnelles pour pouvoir atteindre un des deux objectifs. Vous avez un bâtiment qui a dépassé les 40% d'économie en 2030, je ne sais pas moi, il est à 50% d'économie déjà en 2030, et d'autres bâtiments qui peinent à arriver à 20%, et vous pouvez utiliser le dépassement de l'un en disant si je couple les deux entités fonctionnelles ou l'entité fonctionnelle sur le groupe d'entités fonctionnelles, eh bien l'ensemble va me permettre d'atteindre les 40% attendus.
Donc aussi, il y a une stratégie à faire tout au long de suivi de vos actions et des performances énergétiques que vous allez mettre en place pour compenser les deux entités fonctionnelles. C'est Opérate qui peut vous calculer en disant, bah, tiens, vous aviez ce bâtiment A qui est super performant et ce bâtiment B pas tellement performant. Si vous voulez, je fais automatiquement le couplage. Ça, c'est possible, mais vous avez aussi la possibilité de le faire selon votre stratégie. Là, je vous ai mis l'attestation numérique avec les objectifs. Donc, CRELAT, c'est consommation relative, donc relative, 2030, 2040, 2050. Les CAB, c'est consommation absolue, donc ces fameuses valeurs seuil que vous voyez. Vous voyez, par exemple, le CRELAT 2030 est à 168, alors que la valeur absolue est à 107. Alors, en général, les valeurs absolues sont un peu plus favorables que les valeurs, les valeurs relatives sont un peu plus favorables que les valeurs absolues. Vous allez avoir les objectifs modulés, donc que vous allez mettre, parce que vous allez dire, attendez, moi, en 2030, 40 et 50, je ne vais pas pouvoir atteindre 168, 140 et 112. Impossible, impossible. Donc, vous allez mettre vos objectifs modulés. Et ça, c'est au recto. Et au verso, ben, vous allez avoir les notes. Donc, ces fameuses... alors, je ne les ai pas mis là. Je ne sais pas si je les ai mises quelque part. Non. Je ne les ai pas mises. Attendez, je vais remettre le truc. Vous avez donc les petites feuilles. Donc, en bas, vous avez les 3 feuilles qui sont la meilleure performance, la feuille verte, la bonne performance, la feuille orange qui sont attention, et puis la feuille noire qui est attention, catastrophe. Là, chaque attestation, c'est par bâtiment, et vous voyez, dans ce bâtiment, il y a eu plusieurs EFA. Une EFA qui a eu, pas les 3 feuilles, mais les 2 feuilles de 400 mètres carrés, 4 EFA qui ont eu cette pardon, 2000 mètres carrés qui ont eu la feuille verte et puis une EFA de 2600 mètres carrés qui a eu la feuille orange. Au total, quand on fait l'agrégation des notes de plusieurs EFA, on a cette note orange. Alors, ces notes-là vont être très importantes à l'avenir pour la valorisation immobilière, aussi bien pour la location, quand vous allez chercher des locations à partir de maintenant, il va falloir que vous renseigniez aussi, de la même manière pour le privé où on se renseigne sur le DPE, et bien pour le tertiaire, dans les bureaux, on se renseigne sur la note éco-énergie tertiaire. De la même manière, quand vous vendez ou vous achetez un bâtiment, il faut savoir, il faut se renseigner également sur cette note-là et établir, le cas échéant, une négociation en fonction de cette note en disant attention, vous voulez me louer un bâtiment avec une note orange, ça veut dire que j'aurai beaucoup de consommation énergétique parce que ce n'est pas très bien isolé, donc mon loyer sera d'autant plus moins important puisque je vais devoir supporter des charges déjà pour que vous, propriétaire, vous mettiez à niveau et que moi, eh ben, j'aurai plus de consommation parce que mes fenêtres ne sont pas isolées. Donc, le loyer devra être en conséquence. Donc, ça, ce n'est pas le sujet de ce webinaire, mais on en a un autre sur ce sujet-là. Vous allez pouvoir négocier vos loyers en fonction des performances éco-énergie tertiaire. Et vous allez aussi être très attentif, si vous êtes locataire, à ce que toutes les charges de rénovation énergétique ne soient pas à votre charge. Voilà. Écoutez, j'en ai fini. Il est 10 heures. Bon, nous avons, et si vous avez le temps, on sera ravis de répondre à vos questions. Nathalie, y a-t-il des questions? Effectivement, on en a. Alors, première question, j'ai un bâtiment de plus de 1000 mètres carrés avec 2 locataires. Un Oui. bâtiment qui fait de la fabrication de tissus, donc non tertiaire, et l'autre qui est une société de transport sanitaire, mais qui utilise le local uniquement pour garer les ambulances et VSL. Le bâtiment est-il assujetti? Alors, le parc, Le bâtiment fait de plus de 1000 mètres carrés. mètres carrés et Il y a 2 il y a un locataires. Il y en a un bâtiment. C'est ça, mais je voudrais savoir, en fait, soit il y en a un, le bâtiment qui accueille les véhicules, est-ce que c'est un parking ou est-ce que c'est
c'est un bâtiment de stockage, de logistique. S'il y a un bâtiment fabrication de tissus et l'autre de parking, il n'y a pas, enfin le parking ne peut pas être éligible puisqu'il n'y a pas de tertiaire. Mais si le parking, c'est un bâtiment de logistique de stockage, parce que, je ne sais pas, il faudrait qu'on voit ce bâtiment qui accueille comment dire, des véhicules. Est-ce que c'est un parking ou un bâtiment de logistique, de stockage de véhicules? Voilà. Enfin, visiblement, alors d'après ce qui est dit, c'est un local qui est utilisé uniquement pour garer les ambulances. Alors, c'est un parking. A Oui. priori, il n'y a pas de bâtiment tertiaire de plus de 1000 m² pour enclencher le fait que le parking soit éligible, mais vraiment à voir de manière Un peu plus précise. spécifique. Oui. Ouais, vraiment précise. Oui. Mais vous l'avez Alors, compris, hein, pour que oui. la surface du parking soit éligible, toute seule, il nous faut un peu de tertiaire. Sinon, c'est peut-être une surface de logistique. Mais ça, on ne peut pas savoir à ce stade-là. Très Alors, bien. excuse-moi. Alors, pas de souci. Alors, deuxième question, faut-il considérer un showroom d'exposition comme tertiaire? Yes. Ok. Alors, vous parlez de l'électricité ou du gaz ou des deux, et comment différencier le matériel comme les cabines de peinture qui consomment et qui n'ont rien à voir avec l'isolation des bâtiments? Isolation. Ok, alors là, on est sur effectivement peut-être un cas de différence des surfaces en fonction de leur activité. Oui, Effectivement, il va falloir que vous posiez du sous-comptage, ce qu'on appelle le sous-comptage pour isoler les surfaces. Vous avez un compteur qui prend en charge l'ensemble des surfaces et pour pouvoir isoler les cabines, il va falloir mettre ce qu'on appelle du sous-comptage. Aujourd'hui, vous allez pouvoir déclarer en fonction de la proportion surfacique 2022, mais 2023, il va falloir mettre des sous-comptages pour isoler ces surfaces-là. Le sous-comptage va faire l'objet en 2023 d'une fiche éligible au certificat d'économie d'énergie et vous pourrez vous faire financer ces sous-comptages grâce à des C2E. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais il va falloir isoler ces cabines-là par du sous-comptage précis dans les années à venir. d'accord. Alors, une question sur l'année de référence. Alors, est-ce qu'il faut saisir les consos de toutes les années entre l'année de référence et 2020 ou uniquement l'année de référence plus 2020 et 2021? Uniquement l'année de référence, plus 2020 et 2021 et 2022. Oui. Alors, mon atelier de 1000 m² comporte du matériel qui consomme beaucoup. Que faire? Est-ce qu'il faut supprimer du matériel? Est-ce qu'on arrête 40% de notre productivité? Comment on fait? Alors, les équipements, certains équipements sont pris en compte et d'autres équipements ne le sont pas. Mais la consommation d'énergie des équipements sont pris en compte. Alors là, c'est vraiment un cas spécifique. De façon générale, certains équipements sont pris en compte et qu'il faut pouvoir reporter la consommation de ces équipements. Mais tout va dépendre des équipements. Là, je ne peux pas répondre de manière hyper précise, mais effectivement, la consommation des équipements est à prendre en compte. Mais comme il s'agit d'équipements de production dans une surface tertiaire, je pense que les objectifs sont calculés en fonction de ces équipements-là. Mais c'est une très bonne question à gérer au cas par cas en fonction du type d'équipement. D'accord. Alors, l'année de référence gaz et électricité peuvent-elles être différentes? Non, c'est le mix énergétique d'une même année.
Après, ça peut être une année glissante. C'est pas nécessairement de janvier à janvier. Mhm. Là où les années, j'ai un petit doute, mais c'est un mix. Non, vous pouvez changer en fonction de l'EFA les années de référence. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même année de référence pour tous les EFA. En revanche, pour le mix, mais alors, j'ai un petit doute là tout d'un coup. Logiquement, non, mais j'ai un petit doute. je vous enverrai la réponse affirmative par mail. Je vérifie, mais j'ai un tout petit doute. Normalement, non, parce que c'est le mix qui compte. Mais comme je sais qu'il y a une grande souplesse sur les années de référence, j'ai un doute. Je vous envoie l'info rapidement. Merci. Alors, j'ai bien compris que les années de référence sont de 2010 à 2019, mais quelle année de référence faut-il prendre en compte? Eh bien, l'année la plus énergivore pour vous. Plus l'année de Merci. référence énergivore, plus elle est facile à, plus les 40% de cette année sont faciles à atteindre, entre guillemets. Mhm. Alors, une question concernant la déclaration de consommation de fioul. Si on choisit 2015, par exemple, le lissage du volume sur 4 ans, comment se calcule-t-il? Entre 2011 et 2015, entre 2013 et 2017? Comme vous voulez. Si vous choisissez cette méthode, Oui. parce qu'il y a 3 méthodes, mais vous avez la possibilité de prendre 4 ans qui vous conviennent. Et ce serait peut-être les 4, si par exemple vous décidez que, je sais pas, c'est 2015, et que vous savez que si vous cumulez 2013, 2014, 2015, 2016, enfin voilà, c'est beaucoup plus important que si vous faites 2015, 2016, 2017. Donc à vous de déterminer le cumul sur 4 ans, enfin, la moyenne sur 4 ans, la plus avantageuse pour vous. C'est tout pour aujourd'hui, pour les questions. C'est tout pour les questions. Bon, bah écoutez, bien. Bah, j'espère que vous avez appris des éléments nouveaux sur ce décret tertiaire. Bah, ce webinaire clos la saison jusqu'au début septembre. On parlera très certainement encore du décret tertiaire. Je vous souhaite, si vous ne les avez pas encore prises, de très très bonnes vacances d'été. Et puis à très bientôt autour du décret tertiaire. Au revoir à tous et merci à tous. Merci Sylvie, merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.